ces séries de webinaires, d'ateliers sur le digital. Et aujourd'hui, on va encore parler IA, le sujet 2026-2027 et années suivantes. Et on va en parler avec Marianne Mazot. Marianne, tu te présentes? Bonjour à tous, je suis Marianne Mazot, directrice de mission à la French Tech Pays Basque et également formatrice et consultante en IA responsable et marketing. Marianne, il est fort probable que vous ne la découvrez pas. Vous l'avez certainement déjà écouté lors de l'IA Master qu'on avait programmé en 2025, cette grosse journée e-commerce. Et vous l'avez peut-être aussi écouté il y a 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça, dans un webinaire qui portait sur la problématique de l'IA et la posture éco-responsable. Oui, éco-responsable, pourquoi pas. La posture responsable que les entreprises doivent avoir face à l'IA. Marianne vient du monde du marketing. Je me souviens, Marianne, il y a quoi, 3 ans, quand on s'était fait notre première visio, que tu étais sur Barcelone à l'époque, c'est ça? Je rentrais de Barcelone. Ouais. Et, et voilà, et on avait passé un super moment et voilà, on avait évoqué les trucs qu'on pourrait faire ensemble. Ben, on a fait pas mal de choses et toi aussi, tu as bien creusé ton trou depuis. Donc Marianne vient de ce monde du marketing. Tu nous expliqueras un peu ce que tu faisais sur Barcelone pour mettre en perspective ton propos. Marianne, une super fusion, super plus loin fusion de la problématique d'un usage responsable de l'IA. Et quand c'est quelqu'un du marketing qui développe un propos, ça change la donne. Et voilà, donc c'est un peu ce que je voulais vous dire pour introduire son propos aujourd'hui. C'est que oui, on est tous goulus d'utiliser l'IA dans tous nos process marketing pour tout faire. Des visuels, hein, générer des textes, hein, préparer des ads. Hein, on n'utilise plus que l'IA, on fait plus confiance à notre cerveau. Et est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Est-ce qu'on ne devrait pas encore conserver 2-3 trucs? Donc, on va laisser Marianne développer son propos, mais si tu devais répondre à cette simple question, quoi, est-ce qu'on fait confiance, Marianne? Est-ce qu'on fait confiance 100% à l'IA ou est-ce que on garde un petit rôle quand même là-dedans? On garde toujours un rôle dedans et surtout un esprit critique. Et l'IA ne remplacera pas l'humain. L'esprit critique, Voilà. le ChatGPT ou Claude, je sais pas, celui que vous utilisez, ou Gemini, ou Mistral, nous produisent des trucs qui sont souvent hallucinants et on est un peu émerveillé par ce super rendu, ce super rapport, cette super étude qui nous rend. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance, trop émerveillé quand on l'est, à prendre ça comme argent comptant et puis à l'utiliser. Ça peut être bien, mais ça peut aussi ne pas l'être. Hein. Donc attention. Oula. Une pause, 2 minutes. Hop, 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 hop. Il y a des micros à couper. Charlotte, je coupe ton micro. Je sais pas si c'est chez toi. C'est pas chez moi, mais tu peux couper. Salut Charlotte. Bonjour. Et je vais couper encore un autre micro. Hop. Marianne, tu peux enchaîner. Ok. Bon, merci pour cette introduction, Frédéric. Encore une fois, merci de m'inviter ici aujourd'hui et de me donner cet espace de parole. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement vaste, l'intelligence artificielle générative et le marketing. Mais plutôt que d'essayer de couvrir tout l'écosystème, j'ai choisi de me concentrer sur ce que je connais le mieux depuis plus de 10 ans, la production de créativité marketing. Donc concrètement, on va vraiment parler de la manière dont l'intelligence artificielle générative transforme la création d'images, de vidéos, de contenus et plus largement les workflows créatifs pour les équipes marketing. Parce qu'aujourd'hui, finalement, que ce soit pour du contenu organique, des campagnes social media, du branding, de l'acquisition utilisateur ou même de la communication interne, tout commence par la créativité. Donc, tu m'as demandé un petit peu de donner en perspective mon parcours. Ouais. Donc, pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans l'industrie du jeu vidéo mobile,
du luxe, du divertissement, des parfums aussi. Donc, dans de grands groupes, notamment chez Tech2 Interactive, Stillfront, Pooch, où je pilotais des productions créatives internationales avec des enjeux de performance, mais aussi de volume, de rapidité d'exécution et de cohérence de marque. Et plus récemment, à travers AI on Us et mes travaux autour de l'intelligence artificielle responsable, j'ai eu la chance d'approfondir davantage d'autres questions essentielles, notamment comment intégrer ces technologies sans perdre la qualité, le discernement humain, l'identité de marque et surtout la confiance. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est pas forcément de vous expliquer comment remplacer les équipes par l'IA, mais plutôt de se questionner tous ensemble pour comprendre quand utiliser l'intelligence artificielle générative et de création, comment l'intégrer. Envoyer le lien, je ne sais pas ce que ça peut être, parce que bon, tout le monde est là, le lien fonctionne bien. Frédéric, je ne sais pas si je dois continuer ou si tu voulais dire quelque chose. Bon, je pense que je continue. Donc, j'en étais à l'objectif aujourd'hui, c'est plutôt de comprendre quand utiliser l'intelligence artificielle générative et de création, comment l'intégrer intelligemment et où est-ce que finalement elle peut apporter réellement de la valeur. Et pourquoi surtout la direction créative humaine devient finalement encore plus stratégique qu'avant. Bon, pour ceux qui m'ont déjà écouté, vous êtes peut-être un petit peu familier avec ma méthode de fonctionnement, mais tout ce que je vais aborder aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment une approche dans mon travail à la croisée à la fois du marketing, de mes travaux sur l'intelligence artificielle, de la conformité et de l'éthique. Et concrètement, comment je travaille? J'analyse beaucoup de rapports et de références internationalement reconnues. Tout ce que je vais vous partager aussi aujourd'hui, c'est finalement le résultat de retours d'expérience issus de collaborations transversales, à la fois multi-pays, multi-métiers, et une mise à jour continue sur le marché. Voilà. Donc, j'aborde pas une posture prescriptive. Je ne vais pas ici vous dire quel outil utiliser plutôt qu'un autre, mais plutôt mettre en lumière comment est-ce qu'on peut travailler et ensemble réfléchir à quelle peut être la bonne recette en fonction de votre champ d'action, votre audience, votre business, votre identité de marque. Voilà. Et bien évidemment, il est possible qu'on aborde certaines problématiques ou opportunités sur lesquelles on a encore peu de recul et pas de réponse définitive. Et pour les enjeux que l'on va identifier, on va dire que la première étape, c'est déjà d'identifier les enjeux dont on parle. Donc, plus concrètement, sur mon parcours en marketing, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans la performance créative internationale, très orientée data dans les secteurs du luxe, de la mode, des vins, des spiritueux et du jeu vidéo mobile. Et au cours de mon parcours, donc comme je le disais, j'ai pu donc superviser la production mondiale de contenu marketing pour les campagnes d'acquisition utilisateurs, aussi de branding, de communication organique, sur plus de 10 marques simultanément et parfois sur des produits localisés en plus de 12 langues. Donc, j'ai vraiment travaillé sur tout type de créativité marketing, à savoir des vidéos publicitaires, du contenu généré, de user-generated content, donc du contenu qui paraît être généré par des utilisateurs, des images statiques, des vidéos en 2D, en 3D, du live action shooting, du contenu social media, des playable ads, qui est en fait un format très utilisé dans les jeux vidéo. C'est une publicité qui ressemble à un jeu vidéo mobile qui utilise du code HTML5 sur lequel on peut jouer. C'est souvent une bonne manière en fait de faire tester une mécanique de jeu vidéo pour ensuite convertir. Et puis des formats plus immersifs. Donc ces contenus sur les campagnes sur lesquelles je travaillais étaient des contenus à la fois déployés sur de nombreux environnements et bien sûr en fonction de l'environnement, on va changer la stratégie et adapter la stratégie créative. Donc j'ai pu travailler assez étroitement avec des plateformes comme Meta, Instagram, TikTok, YouTube, Google Ads et puis ce que l'on appelle les ad networks. Je pense que si vous êtes sur les applications, vous avez déjà vu que parfois vous êtes obligé de regarder une publicité pour continuer à utiliser l'appli, ou bien encore mieux, si on est sur le secteur des jeux mobiles, pour passer à un niveau supérieur, on est obligé de regarder une publicité. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait les ad networks. Donc, il y en a beaucoup. Il y a Plovin, Vungle, Unity Ads, il y en a plein. C'est des plateformes qui fonctionnent un petit peu différemment au niveau de la logique de conversion que des plateformes comme Meta, Instagram, où on va justement privilégier la plupart du temps des formats plus aspirationnels, plus brandés et plus courts. Donc voilà, donc moi dans ce contexte-là, mon rôle à moi consistait à diriger des équipes marketing à la croisée de la création, du produit, de la data et de l'acquisition utilisateur et surtout d'aller décortiquer en fait quel élément créatif
va générer de l'attention, du clic, de l'engagement et in fine de la conversion. Parce que c'est vraiment de ça dont on parle, c'est au travers d'une publicité, pouvoir promouvoir de manière attractive un produit, quel qu'il soit, et pouvoir convertir donc ces impressions de vidéos ou d'images statiques en conversion et en acquisition utilisateur. Voilà, donc on a analysé par exemple le hook visuel, donc qu'est-ce qui va attirer l'œil, le rythme de la vidéo, le storytelling bien sûr et la narrative derrière, la manière dont on va également utiliser le copywriting, les mécaniques d'émotion, les signaux de confiance ou encore la cohérence de marque. Je t'interromps 2 secondes. Ce qui est bien, valable sur de la publicité, au sens premier du terme, est bien aussi sûr. valable sur de l'organique. Faire un stop scroll en organique, c'est la même problématique que si je devais le faire dans un contexte payant, quoi. Tout à fait. Mais de l'organique, ça reste ni plus ni moins de la publicité. C'est juste qu'on ne va pas forcément la sponsoriser, in fine. Mais bon, la démarche est la même, c'est donner de la visibilité à un produit donné ou à un message clé ou à des services, etc. Donc voilà. Donc du coup, en tout cas, ce que j'ai fait, bien sûr, je ne l'ai pas fait toute seule, c'était vraiment un travail collaboratif. Hein. Donc il y avait mes équipes créatives en interne ou en externe, parce que selon la nature du travail, on pouvait travailler avec des agences créatives externes. Avec l'équipe donc qui est spécialisée dans l'acquisition utilisateur, qui allait donc analyser en temps réel les performances des datas. La partie produit, c'est-à-dire que sur la base aussi de ce que nous on observe, ce qui se convertit le mieux, c'est important de faire un retour produit et à certains moments de pouvoir avoir une agilité et pouvoir adapter le produit en fonction de ce qu'on observe. Puis voilà, les plateformes publicitaires, comme je le disais, etc. Et au-delà de ça, et ça aussi je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui, j'ai pu participer, voire superviser l'implémentation de nouveaux workflows dans certaines organisations et vraiment activement participer à la réorganisation de départements entiers, justement pour pouvoir améliorer la rapidité de production, la qualité créative, la performance des campagnes et la délivrabilité des contenus. Parce que je pense qu'on s'accorde tous pour dire que dans le milieu de la performance marketing, trouver un concept créatif performant, c'est-à-dire qui convertit, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Il y a à peu près 99% des concepts qui ne performent pas. Donc, c'est vraiment adapter une casquette d'enquêteur, de poser des hypothèses créatives qu'au fur et à mesure des tests que l'on va développer, on va pouvoir éventuellement confirmer ou pas par ce que l'on appelle des apprentissages. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur cette partie-là. Non, même si j'ai une forte capacité à rebondir. Ok. Physique, je veux dire. Pardon? Non, non. Ok. Je continue donc très rapidement parce que c'est un petit peu moins l'objet d'aujourd'hui, mais c'est quand même très en lien. Je tiens encore à voilà, mentionner aussi les travaux de recherche sur lesquels j'ai pu travailler pendant 1 an et demi dans l'intelligence artificielle responsable. Donc notamment, j'ai travaillé sur une thématique de recherche transversale, transformer le risque IA en performance durable grâce à l'éthique, la conformité et l'inclusion. Ça s'est fait au travers des IONS, comme tu l'as déjà mentionné, une plateforme de dialogue qui a été animée par plus de 30 experts internationaux du secteur privé et public, répartis sur 10 pays en 9 groupes de travail thématiques. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec des Chief Technical Officers, des spécialistes de l'éthique, de la data, des Product Managers, des psychologues, des avocats, des chercheurs. Et ensemble, on a en fait pu poser les bases d'un playbook IA responsable et 11 heures de keynote en ligne qui se sont déroulées en octobre 2025. Et donc, parmi les 9 thématiques abordées, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a eu la partie conformité, la partie éthique, etc. Et il y a eu notamment la partie comment conjuguer IA créative, donc IA générative, IA de création, et les stratégies marketing pour vraiment, finalement, valoriser au maximum une performance qui soit durable pour les marques. Et à la suite de ça, donc très rapidement, j'ai pu rejoindre la mission French Tech Pays Basque en 2026, en janvier 2026, donc c'est relativement récent. La French Tech Pays Basque, c'est quoi? C'est une association indépendante au label d'État. Nous sommes rattachés au ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Et nous avons lancé il y a quelques jours les cotisations 2026. Donc, si vous n'avez pas renouvelé votre cotisation ou si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à consulter le site web. On vous a mis dans le chat le lien vers le post LinkedIn
ligne pour pouvoir notamment participer aux jeux concours pour gagner un pass à Vivatech. Vivatech, c'est le plus gros salon européen de la tech au monde. Il se déroulera à Paris du 17 au 20 juin. On y sera également présent puisque nous amenons les lycéens gagnants et lauréats du Salon Mon Innovation, Mon Territoire qui se déroule chaque année en décembre à l'Estia du grand concours Pitch pendant une journée à Vivatech. Je serai aussi également présente le samedi pour des sessions de mentorat. Donc voilà. On est très fiers d'avoir été relabellisés. Ça a été confirmé début mai par la ministre de l'Intelligence artificielle. Donc, bien sûr, le réseau French Tech et rejoindre la French Tech Pays Basque, c'est aussi rejoindre un réseau France et Monde. Aujourd'hui, on est plus de 19 capitales en France, 28 communautés, dont 78 communautés à l'international, réparties dans 57 pays. Et il y a même des communautés qui se sont créées en Arménie, par exemple. Donc voilà. Et vraiment, l'enjeu, c'est quoi? C'est d'asseoir notre souveraineté nationale. Pour pouvoir justement garantir le fonctionnement de notre système démocratique et justement minimiser les situations de dépendance technologique comme ça peut être le cas pour l'accès à Internet, par exemple. Donc, si vous avez le temps d'aller sur le site web, n'hésitez pas à aller le voir. Il est tout neuf, il est sorti il n'y a pas très longtemps par Penta Studio. On y a relayé vraiment l'ensemble de nos missions. Vous pouvez retrouver les actualités, les événements. Quels sont rapidement nos piliers de croissance et quelle est finalement la mission de la French Tech Pays Basque? C'est vraiment d'avoir ce rôle de fédérer l'ensemble des acteurs de l'innovation sur le territoire basque parce qu'il y en a beaucoup et on travaille avec eux. Et c'est vraiment d'apporter cet effet de levier. Donc, premièrement, c'est notamment de soutenir les entrepreneurs innovants sur le Pays Basque. Et on a 5 filières stratégiques. Donc, on a la filière industrielle, la filière Big Data, Cloud, IA. La filière MedTech, Tech for Good et enfin les pure players digitaux, ce qui nous permet aussi de continuer à inclure les projets à impact positif parce qu'on ne défend pas que l'innovation IA et tech, mais aussi sociale et durable. Donc voilà, ici vous avez des exemples, par exemple, d'entrepreneuses innovantes comme Loupi, Inès Debord, avec son microscope doté d'une caméra et de l'IA qui permet de détecter les nanoparticules dans les fluides. Ou encore Natacha de PureNat, qui travaille pour la décarbonisation de l'air. Donc, notre premier nerf de guerre, c'est de leur apporter des solutions de financement et des opportunités de croissance. On a également tout un pilier de croissance qui est autour de la compétitivité numérique et de la souveraineté technologique. Donc, dès cet été, on lancera des grandes conversations sur justement le décryptage des technologies émergentes, quelles sont les opportunités et également les challenges actuels et vous aider à mieux comprendre quels usages métiers peuvent être intéressants pour vous et votre organisation. On a toute la partie talent et international. Donc, talent, comme je disais tout à l'heure, on a des événements dédiés aux lycéens de la région. On les familiarise avec les métiers de la tech. On leur fait connaître l'écosystème pour aussi lutter contre la fuite de talents parce qu'on a plein de belles entreprises ici au Pays Basque pour former les talents de demain. Et enfin, toute la partie innovation responsable dont j'ai déjà parlé. Et bien évidemment, on remercie également nos bienfaiteurs qui co-créent nos actions avec nous, nos partenaires institutionnels, dont la CCI fait partie notamment. Voilà. Et donc, au niveau des événements, les candidatures pour Je choisis la French Tech 2026 sont ouvertes. Ça se déroulera au Salon Diane, au Casino de Biarritz, le 9 juillet. On met en relation des entrepreneurs innovants avec des donneurs d'ordre publics, donc de collectivités territoriales et des responsables achats grands groupes. Bien évidemment, en quelques heures, c'est difficile de signer un contrat commercial, mais l'idée, elle est là, c'est de vraiment favoriser ces mises en relation stratégiques qui sont difficiles à obtenir. On aura également Investing Pays Basque le 6 octobre, où on mettra en relation des entrepreneurs innovants de notre écosystème avec des financeurs. Et puis, vous nous retrouverez toute l'année au travers des keynotes sur la stratégie et le financement, sur les technologies émergentes, nos apéros trimestriels, bien évidemment, et au moins un webinaire sur l'export. Voilà, donc ça, c'était pour la petite introduction pour la French Tech Pays Basque. Donc, je reviens au sujet d'aujourd'hui, IA générative et créative performance. Quand et comment intégrer l'IA dans la production marketing? Bon, rapidement, je vous ai mis un petit mapping des différents types d'applications d'IA de création que l'on peut utiliser aujourd'hui. Donc, voilà, aujourd'hui, pour ceux
pour qui ce n'était pas forcément clair, l'IA générative nous permet à la fois de générer des images, du texte, mais aussi des vidéos. Et puis finalement, en utilisant une combinaison de ces outils-là, on peut vraiment créer du contenu marketing avec un bon niveau de qualité pour vos campagnes, notamment. Avant de continuer à aller plus loin, je vais poser un petit cadre en vous passant une vidéo qui, en fait, vous montre aussi quels peuvent être les mauvais usages du contenu marketing dans le cadre de la publicité. Et notamment, on va parler des deepfakes. Comme ça, on va poser tout de suite le contexte avant de pouvoir, en deuxième partie de webinaire, vous apporter en fait les cas d'usage sur la façon dont on peut intégrer l'IA générative à ces workflows. Mais je pense que c'est important de commencer d'abord un petit peu ensemble à mapper quels sont les risques qui se posent aujourd'hui avec l'intelligence artificielle générative pour justement les marques et pour leur performance. Le célèbre acteur français Guillaume Canet a annoncé le lancement d'une nouvelle application mobile qui permet à quiconque de gagner de l'argent. Attendez, quoi? Guillaume Canet sort une application? Vous devez être dans le jeu et jouer pour de l'argent réel. Chaque jour, vos chances de gagner un prix augmentent. Bon, comme vous l'aurez sûrement compris au son de la voix, cette vidéo est totalement fausse. Elle a été enregistrée grâce à un procédé de deepfake et fait la promotion d'une application mobile qui est en fait une arnaque. Ce n'est pas la première fois qu'une célébrité voit son image volée dans de faux reportages mettant en valeur des jeux d'argent. Kylian Mbappé, Élise Lucet ou encore Stromae, tous ont été victimes de ces vidéos. Obviously, Taylor Swift will be a topic. Deep fake. And deep fakes are when AI is used to create images or voices of celebrities typically and basically simulate them. And this stuff is getting very, very convincing, which speaks well of AI and that level of technology, but it's not good for consumers because it's so easy now for deep fake scams to get you to do things that you shouldn't be doing. The latest seen it, it's been appearing on Facebook and other social media platforms as an ad. And what you get when you see it is images of Swift with Le Creuset Dutch ovens. Le Creuset is a very prominent kitchenware and cookware. Bon, j'arrête là, mais très rapidement, vous le voyez, donc depuis 2024, la thématique des deepfakes a tout d'abord vraiment été un fléau sur le marché, notamment à l'encontre des marques de célébrités, puisque les personnes mal intentionnées ont utilisé l'image des célébrités pour justement rediriger l'attention des utilisateurs sur les plateformes vers des liens non protégés pour voler leurs informations ou les amener à régler, à payer des produits qui finalement ne sont pas des vrais produits de célébrités. Donc, en 2024, aux États-Unis, et bien évidemment, ces chiffres sont quand même à prendre avec des pincettes. C'est très difficile aujourd'hui d'estimer les pertes réelles liées aux fraudes amplifiées par l'IA générative. Cependant, en 2024, on l'estimait à 15 milliards de dollars. En 2025, à 20 milliards de dollars. Et en 2026, on projette une perte de 30 à 40 milliards. Donc là, on parle de deepfake, de scam, de fraude impersonnifiée et tout ça, comme vous l'avez vu, il n'y a pas que finalement les IA qui vont générer des vidéos qui posent problème, il y a également toute la partie son. Donc pour la petite histoire, moi j'ai pu travailler sur cette thématique-là pendant 1 an. Il y a énormément de scams qui vont se faire en utilisant, comme on le voit ici, par exemple une vraie vidéo de Taylor Swift, mais on va cloner sa voix et lui faire dire autre chose sur la vidéo. Ça aussi, c'est un vrai problème. Donc voilà ce que je voulais vous dire rapidement pour poser un petit peu un contexte. Et pourquoi finalement ce chiffre ne cesse d'augmenter? Parce que les outils d'IA ne cessent d'être démocratisés. Donc, il y a une baisse des coûts de production des deepfakes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de produire des deepfakes qu'il y a 2 ans. Une sophistication aussi accrue à la fois de la qualité des images générées par IA comme des voix. Et puis, une difficulté croissante à distinguer le vrai du faux. Et d'ailleurs, pour illustrer mon propos, je vous propose de regarder cette vidéo qui avait été partagée par Andreas Horn sur LinkedIn, qui est Head of AI Ops chez IBM, qui nous montre en fait comment les outils d'IA générative ont évolué de 2023 à 2026.
Oh, that's hot. That's hot. Uncle Phil, come try this. Fresh pasta of Bel Air. So have you heard of Kling 3.0? I heard it can create multiple scene cuts like this with a single prompt. And it knows when to cut to whoever is talking. But did you know that all this audio was also generated with the same prompt? I guess I didn't, sir. Study harder, kid. Eat your spaghetti. Bon, donc tu veux dire qu'en 2027, on aura aussi le parfum des spaghettis? Peut-être. Non, mais en tout cas, d'un point de vue créa, ce qu'on voit, c'est qu'entre 2023 et 2026, on a vraiment en fait l'acteur qui va être intégré dans un environnement. On a différents plans en fait et angles qui sont utilisés comme si on avait vraiment eu un vrai shooting, quoi. Donc là, je veux dire, le niveau de qualité, il est vraiment exponentiel en 2026 par rapport à 2023. Et c'est justement ça aussi qui pose problème pour l'audience finale. Comment distinguer un contenu généré par IA aujourd'hui d'un vrai contenu? Ça devient de plus en plus difficile. Je me mets à la place des personnes qui sont avec nous, qui eux sont dans une logique de développer du marketing et de pas de minimiser leur budget tout en ayant un rendu plutôt pertinent. Ce que permet l'IA générative à l'heure actuelle est plutôt séduisant. Augustin Garcia, qui est avec nous cet après-midi, nous a fait un webinaire sur tout ce qui concerne la génération de vidéos, et c'est vrai qu'on a des rendus qui sont hyper pertinents. Alors les entreprises qui sont là ne sont pas là pour faire des fakes, mais elles sont là pour faire des vidéos qui vont, entre guillemets, jouer leur rôle de composante marketing. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a un rendu qui est plutôt exceptionnel. Après, ça sous-entend, alors ces entreprises ne sont pas là pour faire des fakes ou pour apprendre comment faire des fakes, mais doivent-elles préciser, je pense que c'est un peu une des questions que tout le monde doit se poser, doivent-elles préciser que qu'il n'y a pas d'acteur dans la vidéo qu'ils présentent, que l'acteur est en fait de l'IA et que voilà, je pense qu'elles sont plutôt à se préoccuper de ça, quoi. Je fais des vidéos, le potentiel est énorme, et est-ce que je dois préciser que tout ça, ce n'est que de l'IA? La réponse est oui, et on rentrera un petit peu plus précisément en détail plus loin dans la présentation. Donc, comme tu l'as dit, bon, je vous passe, vous aurez le lien dans la présentation si vous voulez le regarder, mais en tout cas, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que notamment, en fait, dans le contenu marketing et notamment une bonne manière de pouvoir promouvoir nos produits, c'est aussi de faire de la recommandation sur les réseaux sociaux. Et c'est souvent là qu'on va demander aussi à un influenceur marketing de parler de notre marque ou de notre produit et de la recommander à son audience. Et donc, en fait, finalement, ces contenus sont aujourd'hui très sophistiqués. Il y a des technologies, malheureusement, qui permettent de transformer très rapidement la production marketing en fraude. Donc là, c'est l'exemple, si vous allez écouter cette vidéo qui est en anglais, du média 404, qui nous parle d'un logiciel chinois de deepfake en temps réel appelé Aocean AI, qui permet, juste en se connectant sur Zoom, Teams ou WhatsApp, de produire en temps réel un scam de nos personnages. Donc, en utilisant quoi? Du face tracking, de la génération vidéo, du lip sync, c'est quand en fait on va venir synchroniser le mouvement des lèvres avec des vrais mots. Donc tout ça, autrement dit, tout ça nous montre bien que les frontières entre le contenu marketing, le contenu synthétique et la manipulation deviennent de plus en plus floues. Et c'est probablement l'un des grands défis des prochaines années, parce que le futur du marketing ne sera pas uniquement une bataille de créativité ou de performance ou de volume de contenu ou de stratégie, quelle ligne légale je mets sur ma publicité, mais ce sera aussi une bataille de crédibilité, d'authenticité et de confiance. Donc aujourd'hui, la vraie question, elle n'est plus seulement comment produire plus de contenu grâce à l'IA, tu l'as très bien dit, je pense que tout le monde est déjà là-dedans, mais plutôt comment utiliser ces technologies sans dégrader la confiance humaine qui rend justement la communication efficace.
Donc, très rapidement aussi, juste pour terminer sur la partie du marketing d'influence, des influenceurs publics, des célébrités, une technique qui a beaucoup été utilisée aussi pour décrédibiliser des marques ou pour détourner à l'insu de certaines célébrités et justement rediriger dans une économie de l'attention le flux monétaire vers d'autres sources mal intentionnées. Ce sont toutes les applications qui permettent de produire des nudes. Donc là, je vous en ai mis des exemples en sachant que les noms changent constamment et que beaucoup réapparaissent sous de nouveaux domaines via Telegram, Discord. Voilà. Donc, le problème n'est pas attaché qu'à une application, mais en tout cas, il est réel, il est observé. Et pour terminer très rapidement mon propos sur cette thématique-là, Taylor Swift, donc je ne vais pas vous mettre la vidéo ici, mais un très bon exemple, on la voyait aussi dans la vidéo introductive donc, des deepfakes que je vous montrais. Mais ce qui s'est passé par exemple pour Taylor Swift, c'est qu'elle, ils n'ont pas eu d'autre choix finalement que de l'enlever carrément de Twitter en septembre 2024 pour protéger sa marque. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est que une marque, qu'elle soit petite ou grande, a souvent recours au marketing d'influence. Donc, soit, comme je disais, via des créateurs de contenu, des ambassadeurs, des célébrités, ou simplement des contenus incarnés sur TikTok, Instagram ou LinkedIn. Et la confiance humaine est devenue un actif marketing majeur. Et c'est précisément pour ça que les deepfakes deviennent un sujet critique pour les marques et qu'il faut absolument qu'elles soient sensibilisées et qu'elles soient familières avec ces thématiques-là. Et dans l'économie de l'attention, un influenceur, il est rémunéré en fonction de sa visibilité, de sa capacité à générer de l'engagement et son prix, en fait, le prix clairement de la publicité auquel il va la vendre, la commercialiser, elle se calcule souvent à partir de la performance de ses contenus. Donc, c'est-à-dire à partir de l'audience qu'il arrive à atteindre, du nombre de vues et du CPM, le coût pour 1000 impressions, c'est-à-dire combien je paye pour que ma publicité soit montrée à 1000 utilisateurs. Et enfin, les KPI d'engagement ou de conversion. Donc, le problème, c'est que les deepfakes viennent brouiller complètement cette logique de confiance et qu'aujourd'hui, il devient possible de créer de faux contenus avec des célébrités, des dirigeants, des influenceurs, des employés sans leur consentement. Et ça a déjà donc un impact concret, et c'est ce que je vous disais avec l'exemple de Taylor Swift. Donc, bien évidemment, pour les plateformes comme pour les marques, une conversion générée par une fraude ou un faux contenu représente une perte directe. Bon, bien sûr, il y a tout l'aspect réputationnel, la perte de confiance, mais c'est directement une perte d'argent publicitaire. Ça veut dire que l'argent que finalement je vais investir sur une plateforme, et même si on est sur de l'organique et qu'on n'a pas fait du paid media ou du sponsoring, on a investi du temps. Et ce temps-là, c'est de l'argent. Eh bien, ça représente finalement de l'argent que je ne vais pas pouvoir reconvertir pour mes activités. Et au-delà de ça, c'est une perte aussi de crédibilité, parfois une crise réputationnelle. Et on sait que c'est très difficile de revenir en arrière parce que malheureusement, dans le lot des personnes qui auront vu le deepfake, mettons, certains penseront toujours que c'était vrai. Et donc, ce sera un petit peu impossible, presque, on va dire, de résoudre entièrement le problème. Et pour partir sur quelque chose de beaucoup plus concret, donc je pense que vous êtes assez familier aussi maintenant avec les plateformes notamment de fast fashion qui, pour des raisons assez simples de volume de contenu créatif à produire de manière journalière très élevée, elles utilisent bien souvent des workflows automatisés. Alors là, sur ce cas-là, on n'a pas la source vérifiée de savoir si c'était produit par l'IA générative, mais c'est un petit peu ce que les professionnels du secteur présument. On a eu donc Shane c'était en 2025, je crois, en juillet, qui a donc publié sur son site web pour commercialiser cette petite chemise que vous voyez à droite, la photo d'un acteur très fortement ressemblante à Luigi Mangione qui est la personne accusée d'avoir tué par balle le CEO de l'entreprise d'assurance aux États-Unis. Donc, c'est vraiment le type aussi de scandale réputationnel que l'on souhaite éviter. C'est pour ça que, pour rebondir un petit peu et faire écho à tout ce dont on avait parlé la dernière fois, Frédéric, quand on automatise ces workflows, bien faire attention à pouvoir les gouverner et s'assurer qu'il y ait une supervision humaine qui puisse justement opérer en temps réel afin d'éviter justement des déviances de la sorte. Donc très rapidement, et pour continuer à mettre le discours en perspective sur les risques, je vous avais déjà parlé du MIT AI Risk Initiative, qui est donc une initiative sur laquelle
avec laquelle j'ai pu travailler. Je n'ai pas travaillé sur leurs travaux, mais nous, avec nos groupes de recherche, on s'en est servi pour vraiment appuyer nos recherches à aller beaucoup plus vite. Comme c'est déjà observé, ce qu'on observe ces dernières années, c'est que non seulement le nombre on va dire, d'incidents liés à l'intelligence artificielle ne cesse d'augmenter, mais la proportion de ces incidents qui sont générés par des personnes mal intentionnées, donc c'est la partie en rouge sur le graphique, ne cesse, elle, d'augmenter et a été multipliée par, je ne sais pas le coefficient, mais c'est énorme. Donc moi, l'autre jour, je me suis amusée à aller sur le AI Risk Navigator. Donc c'est un outil en ligne qui est donc produit par le MIT Future Tech, qui recense 700 risques IA, plus de 44 frameworks internationaux. J'en avais déjà parlé la dernière fois, donc je vais aller très rapidement. En fait, ce que fait cet outil, c'est qu'il concentre la taxonomie des risques IA sur laquelle le MIT travaille depuis plusieurs années. Il faut savoir que c'est la plus grosse entité au monde qui travaille sur les risques IA. Et ils mettent en place une grille de mitigation connectée. Donc, ce que ça change, c'est que je peux, en fonction des risques auxquels je suis en train de travailler, enfin sur lesquels je travaille ou que je suis en train d'explorer, je peux notamment cliquer dessus et pouvoir justement avoir accès aux incidents réels qui ont été reportés dans l'industrie ou bien dans la recherche, et également avoir accès à des documents de gouvernance ou notamment des lois légales qui permettent d'encadrer ces déviances. Donc moi, j'ai fait l'exercice pour la catégorie suivante. Donc j'ai regardé la catégorie fraude, scam et manipulation targetée. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de sous-catégorie spécifique au détournement de contenu marketing, hein. Mais bon, je me suis dit que ça allait être intéressant de faire l'exercice. Et donc, on voit qu'ils produisent déjà des incidents réels, des impacts économiques et réputationnels et sociétaux, y compris dans les domaines du marketing, de la publicité et des plateformes numériques. Et pour cette conférence, je me suis particulièrement intéressée à cette catégorie-là. C'est-à-dire donc les risques liés aux fraudes, aux arnaques, aux contenus trompeurs, à la manipulation ciblée et au deepfake rendu possible par l'IA générative. Ce qu'on voit, c'est 3 dimensions. Donc, les incidents déjà observés dans le monde réel, les risques identifiés par la recherche et les réponses de gouvernance, comme je le disais tout à l'heure. Ce qu'on voit, c'est que les mêmes outils aujourd'hui sont capables à la fois soit d'améliorer la production créative, les campagnes d'influence, la personnalisation marketing, mais elles peuvent aussi être utilisées à notre rencontre, à l'encontre des marques, pour notamment créer du faux contenu, usurper des identités, manipuler des audiences. Et il y a 2 catégories particulièrement qui ressortent dans cette analyse. C'est la discrimination et les contenus toxiques, mais aussi la mauvaise représentation et les manipulations ciblées. Voilà. Et ce qui est aussi important de mentionner ici, c'est que la plupart du temps, la responsabilité principale du dommage reste humaine. Donc, autrement dit, les problèmes ne viennent pas uniquement des modèles d'IA eux-mêmes, mais ils viennent aussi des données utilisées, des objectifs business définis, des choix de conception, des logiques de performance. Et finalement, on pourrait dire que l'IA agit souvent moins comme une intelligence autonome, mais plutôt comme un amplificateur extrêmement puissant des comportements humains existants. Autrement dit, si moi, demain, je veux attaquer une marque, grâce à l'IA générative aujourd'hui, mes capacités sont décuplées. Donc, et je vais clôturer, on va rentrer dans la deuxième partie qui vous intéresse le plus, c'est comment est-ce qu'on peut l'intégrer avec différents cas d'usage. Donc, rapidement, pour mapper les risques qui sont donc liés à l'intelligence artificielle générative dans la production de contenu marketing. Et c'est vraiment un effort que je conseille à chaque organisation de faire avant de justement réfléchir à comment est-ce que je peux mieux intégrer l'intelligence artificielle générative dans mes workflows créatifs ou mes campagnes marketing. Quels sont les risques auxquels mon business s'expose? Le premier risque majeur qui revient le plus souvent pour les marques, ce sont les risques réputationnels. Et ça, c'est encore plus important parce que quand on est une petite marque, on n'a pas un gros département juridique, on a souvent peu de moyens. Et si on doit justement faire face à des acteurs mal intentionnés, il est possible qu'on n'ait pas de ressources pour pouvoir se défendre. Donc voilà, donc ça va être vraiment soit ce qui est apparence générique ou inauthentique. Ça peut être aussi des erreurs culturelles qu'on n'a pas trop abordées ici, des mauvais alignements de la cible, et donc ça entraîne une érosion de la confiance et du scepticisme. On sait que construire une notoriété de marque, ça prend des années, et finalement, en quelques secondes, on se rend compte que l'IA générative peut venir tout bâcler. Voilà. Et après, du coup, donc, les risques réputationnels, je les ai mis au milieu. Il y en a d'autres, hein. Il va y avoir les risques juridiques, hein.
on n'en a pas parlé ici, mais bon, la propriété intellectuelle, la manière dont les IA génératives qu'on utilise ont été entraînées, est-ce qu'elles ont eu l'autorisation de s'entraîner sur des vidéos, des images statiques produites par des artistes? On sait qu'il y a un nombre de cas en justice qui sont en train d'être déroulés. On n'a pas forcément le mot de la fin, mais il y a Walt Disney, par exemple, qui a attaqué Midjourney. Bon, il y en a d'autres. Le cadre de la vie privée, les violations contractuelles aussi, c'est-à-dire le non-respect des clauses dans les collaborations et les licences d'outils IA. Et après, le cadre aussi global des législations. Donc, comment est-ce que je m'assure, et tu l'as très bien dit, Frédéric, d'être notamment en règle si j'utilise de l'IA générative. Nous, on est en Europe, et je vais y revenir très vite, on est sur la plateforme la plus régulée. Donc, en théorie, on a l'obligation de mentionner qu'on utilise du contenu génératif, d'IA générative dans nos campagnes si on le fait. Et puis ensuite, il y a les autres risques, tout ce qui va être en lien avec la sécurité, les expositions à des cyberattaques ou des fuites de données, les biais et les stéréotypes aussi, donc la reproduction d'injustices ou discrimination dans les contenus générés. Alors ça peut être deux choses différentes. Premièrement, parce qu'on a des outils qui vont être entraînés sur une banque d'images de données pas forcément équilibrée. Il peut y avoir une prépondérance raciale qui est surreprésentée par rapport à une autre. Et en termes marketing, par exemple, on peut tomber dans un cas où on produit un nombre de publicités qui a toujours tendance à répéter les mêmes stéréotypes. Si, je ne sais pas, je prends l'exemple pour la Saint-Valentin, je dois mettre mon produit, mettons, en scène avec un couple. J'imagine que l'IA générative va automatiquement proposer un homme et une femme, alors qu'aujourd'hui, il y a plein d'autres formes de couples qui peuvent se former, hétérosexuels, mais pas que. Et finalement, ne pas représenter cette partie de la cible en termes marketing, ça veut dire ne pas se connecter à ces audiences-là et potentiellement, finalement, perdre de la pertinence marketing. Ouais, je me fais l'avocat du diable. Je ne peux montrer dans ma campagne qu'un seul couple. Qu'est-ce que je choisis comme couple? C'est un parti pris, mais je sais que nous, dans les jeux vidéo, souvent, on a les stéréotypes. C'est le gros problème de la pub à l'heure actuelle. Le mieux, c'est de... En théorie, on a... Pardon, dis-moi. Non, je n'ai pas la réponse. Et je me demande s'il y a une réponse. C'est un choix. C'est un choix que toute entreprise doit assumer. Alors, en théorie, une publicité ne passe jamais par une seule image. Par exemple, si on était sur une publicité marketing d'image statique, en général, quand on lance des campagnes, on va plutôt mettre un set, donc un nombre. Oui, tu penses aux grosses boîtes, Marianne. Pense aux petites boîtes qui nous écoutent. Là. On peut créer des itérations assez simples. En fait, sur la base de la même image, on peut la reproduire avec un couple hétérosexuel, un couple homosexuel, etc. C'est assez simple. Si on développe un set, mais la plupart des boîtes qui sont avec nous aujourd'hui ne lancent pas des grandes campagnes comme ça. Elles vont faire des choix, elles vont avoir une vidéo, et là, elles doivent faire un choix. Mais bon, il n'y a pas de bonne réponse. Sur la vidéo, il n'y a qu'un choix qui doit être assumé par l'entreprise. Bon, bref. Je pense qu'on peut on dévie du sujet. Oui, en tout cas, je pense qu'on peut quand même, pour terminer sur ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est un point qui est important et qui n'est pas facile à aborder. Mais je pense que, par exemple, si on a le cadre d'une vidéo, on peut du coup penser à une succession de scènes narratives qui, inspirées du même environnement, vont justement venir itérer sur le même principe. Et donc là, on pourrait avoir une succession d'images où on a un couple hétérosexuel, un couple homosexuel, etc. Yes. OK. Donc, très rapidement, parce que j'en ai déjà parlé bien la dernière fois, mais nous, en Europe, on a l'acte sur l'intelligence artificielle. Il est rentré en vigueur le 2 février 2025. Il évoluera jusqu'à 2027. Le vrai changement à partir de 2026, c'est quoi? Pour ce dont on parle tout spécifiquement aujourd'hui, c'est le fait que l'on a l'obligation d'informer clairement les utilisateurs si ils interagissent avec une IA. Et ce sera à partir du 2 août 2026. Donc, s'il s'agit d'un contenu qui est généré comme un texte, une image, une vidéo, un deepfake, on a l'obligation de le mentionner. Et également d'informer si on utilise des systèmes biométriques ou émotionnels. Bon, ça va un peu plus loin, donc voilà. Et ça s'applique à la fois aux fournisseurs des IA génératives, et je pense qu'il y en a peut-être peu parmi vous, mais ça s'applique aussi aux entreprises qui déploient ces outils d'IA. Donc, par exemple, si je suis une petite entreprise basque
qui, je ne sais pas, produit des vêtements recyclés et que pour du coup faire ma promotion de mes produits sur mon site web, j'utilise un outil d'IA générative. Je suis un déployeur et j'ai l'obligation de devoir préciser sur chaque photo que cette photo a été générée par IA. Voilà. Si je retouche la photo avec une IA, pareil, j'ai une photo et je la retouche, je l'améliore avec de l'IA. Eh bien, je pense que oui. Zone grise, non, un peu. Je ne suis pas certaine et après, je pense que sur ces cas spécifiques, il faut vraiment s'adresser à un avocat. Moi aussi, j'ai mes limites, mais je pense qu'il peut y avoir une formulation légale qui peut avoir le mérite d'être un peu moins précise pour englober plusieurs cas. Par exemple, je prends un cas qui n'a rien à voir avec l'IA générative, d'accord ? Mais quand je travaillais dans les jeux vidéo mobiles, il y a eu à un moment donné le cas des misleading ads, c'est-à-dire des publicités sur des jeux mobiles qui vendaient une mécanique de jeu qui n'existait pas dans le jeu en lui-même. Et en fait, c'était souvent des mécaniques très attractives. Ça permettait de convertir beaucoup d'utilisateurs. Et à un moment donné, la plateforme Apple a dit stop. Vous n'avez plus le droit de commercialiser ces publicités, on vous les rejette. On n'accepte que les publicités qui ont la même mécanique de jeu dans le jeu que celle dans la pub. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait les entreprises? Alors, celles qui avaient beaucoup d'argent, très réactives, elles ont pu implémenter très rapidement la mécanique de jeu qu'elles montraient dans la pub. Pour les autres, elles ont du coup un petit peu réduit, on va dire, cet exercice-là et mis une ligne légale qui disait que certaines parties du gameplay, donc du jeu en lui-même, est sujet à être amplifié ou amélioré pour des raisons d'objectifs marketing et publicitaires. Donc, dans le cas de l'IA générative, je pense qu'on peut très bien avoir une ligne légale qui dit cette publicité peut potentiellement inclure des éléments générés par IA ou être améliorée par des processus itératifs d'intelligence artificielle générative. Oui, je pense qu'il faudra noyer le poisson parce que c'est ça. Je pense que globalement, l'IA, c'est très bien, mais les entreprises ne l'appliqueront pas. Toutes les entreprises globalement sont concernées. Je ne connais pas une entreprise à l'heure actuelle qui rédige encore ses articles de blog. Je connais très peu d'entreprises à l'heure actuelle qui rédigent les descriptifs produits de son e-commerce. On a des outils d'IA qui nous aident partout. J'ai mon Shopify. Il va me faire de super descriptifs avec du super copywriting sur mes fiches produits. Et j'imagine mal que toutes les entreprises aillent préciser que tous les contenus du site, toutes les photos sont générées par IA. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il faut se dire aussi que par chance, l'audience évolue et donc que culturellement parlant, ça devient de plus en plus acceptable d'avoir du contenu généré par IA, puisque tout le monde le fait. Donc, on va voir un petit peu dans quel contexte ça peut très, très bien marcher d'avoir du contenu full généré par IA et ça peut être très bien reçu par l'audience et donc il n'y a aucun problème en fait de venir le spécifier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que fin 2025, ils étaient censés appointer les coordinateurs nationaux pour les audits IA. À un moment donné, il y aura un moment où les entreprises vont être sujettes à des audits. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'elles font et se préparer à cela. Je peux vous répondre pour la partie photo. Tout comme des photos de mannequins ne sont pas dites qu'elles ont été, des vraies photos de mannequins ne sont pas dites comme ayant été retouchées. Pour des photos retouchées avec de l'IA, il n'est pas nécessaire de marquer que ça a été retouché à l'aide de l'IA. Okay. Par contre, pour les vidéos, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein, et puis, soit une vidéo a été entièrement faite avec de l'IA, soit c'est un produit hybride. Mais les produits hybrides auront tendance à disparaître au fur et à mesure. Oui, là, il faut l'indiquer. Après, le tout, c'est est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas. Arthur Mensch a été auditionné devant 2 personnes au Sénat. J'ai un petit article et une vidéo si ça vous intéresse. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'on est dans un monde de régulation et qu'il faudrait nous laisser 2 ans tranquilles avant que l'IA Act se mette en route parce que sinon, on va être… ça fonctionnera partout, hein, vous l'avez vu pour iMode et iOverview, c'est disponible partout, sauf chez nous. Donc, si on veut que chez nous, il n'y ait rien et que tout le monde utilise un VPN, peut-être que c'est ça qu'ils veulent, j'en sais rien. Voilà, je vous ai mis, je vais vous mettre dans l'article tout ça. Mon sentiment, c'est qu'ils font des exemples, comme avec le RGPD. On va choisir des belles grosses entreprises et puis on va les allumer parce qu'elles n'ont pas fait ce qu'il faut. Mais globalement, les petites entreprises, ça ne changera pas leur quotidien. Après, elles utiliseront l'IA à bloc et elles ne le diront pas. Évidemment, je mets ma main à couper que c'est le… Donc, bon, il y aura l'IA. Tu verras, ça se voit quand même. Bon, on a parlé des deepfakes, mais
le niveau de ce qui est possible aujourd'hui à bas coût, je dis à bas coût, ça se voit encore que c'est du deepfake. Voilà, quand il y a beaucoup d'argent à gagner, évidemment, ça se voit plus du tout. Bon, bref, il y aura un risque. C'est comme le RGPD. Il y a le RGPD, c'est très beau. La plupart des entreprises qui croient l'être ne le sont pas, RGPD. Mais leur quotidien se passe bien. Elles continuent à travailler, continuent à vendre. Elles continuent à gérer leurs clients avec éthique. Et tout va bien en définitive. Je pense globalement, ça va se passer comme ça. Donc, je veux pas, moi non plus, pousser les entreprises dans un sens ou dans l'autre. Mais mon sentiment est que tu utilises beaucoup tes petites entreprises, tu utilises l'IA pour faire des photos, pour faire des textes. Tu vas casser le charme de ton site, tu vas casser le charme de ton blog en disant que tout a été généré par IA. Je crois pas. Après, Frédéric, on est en train de parler d'un problème qui va disparaître sous peu, étant donné qu'avec les annonces de Google et des agents qui se baladent 24 heures sur 24 et qui ne sortent plus de chez Google et qui vont dans les sites, qui font leur marché pour nous. Peut-être. Sincèrement, voilà, vous verrez plus jamais un seul client sur votre site. Ils seront sur Google. Bref. Voilà. Bref, pardon. Marianne, on ferme la parenthèse sur ce sujet. Débat sur lequel je ne me positionnerai pas et surtout pas pour conseiller aux entreprises de faire quelque chose d'illégal, mais c'est sûr que ce que vous décrivez, c'est un vrai problème de réalité. C'est finalement le monde à deux vitesses dans lequel on est. Les technologies, à la vitesse à laquelle l'exponentielle elle se développe et les capacités de l'IA générative qui ne cessent de s'améliorer, et à la fois la difficulté pour l'Europe et pour le reste du monde de créer des textes réglementaires qui soient adaptés à notre réalité professionnelle et qui puissent justement encadrer ces déviances. Mais bon. Absolument. Il y a une petite remarque là. Oui. Je pense que pour un CG, de façon très concrète, je vais pas les mettre sur toutes mes fiches produits. Ce descriptif a été généré par IA. Par contre, je le mentionne quelque part dans les mentions légales, conditions d'utilisation du site. Et on va dire, j'aurais fait un petit pas pour respecter l'IA Act. Et par chance, personne n'ira voir cette mention. Je réponds à Samantha et à je ne sais pas si c'est dans l'absolu correct. Je pense quand même, encore une fois, que sur ces questions-là, c'est bien de faire un petit check avec un avocat spécialisé. Et les boîtes n'ont pas les moyens de se payer un avocat pour ça. Mais qu'elles ont qu'à mettre un petit crypto, un petit crypto. Ce qu'on est en train d'évoquer, c'est ce qui va se passer. C'est ce que les entreprises font toujours face à des grands cadres réglementaires fixés à l'échelon européen. Donc, je ne promeus absolument pas ça, mais c'est comme ça que ça va se passer, bien évidemment. Et elles ne vont pas aller voir un avocat pour ça. Elles n'ont pas les moyens, les petites entreprises, d'entrer dans des trucs comme ça. Les grosses, oui, elles sont blindées. Les petites, non. Et les petites, ce qu'elles feront, c'est ça. Si elles iront mettre une mention un petit peu discrète quelque part, comme ça, elles montreront qu'elles ont fait un petit effort. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut mettre une mention, ouais. Ou un picto. Donc, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, avec notamment les attaques envers les influenceurs publics et les marques de célébrités, la bonne nouvelle, c'est que l'acte européen quand même interdit les deepfakes sexuels. Par exemple, on a le cas aussi donc des United Kingdom, du Royaume-Uni, qui, on rappelle, ne fait plus partie de l'Europe depuis le Brexit, donc auquel l'acte européen sur l'intelligence artificielle ne s'applique pas. On eux aussi, depuis début 2026, interdit toutes les applications pour justement créer des visuels nudifiés à partir de photos de personnes. Dans tous les cas, c'est un grand débat que nous avons donc juste eu ensemble. Mais aujourd'hui, l'IA générative transforme profondément le marketing, la création de contenu et l'expérience client. Elle permet de produire plus vite, de personnaliser davantage, d'industrialiser certains workflows créatifs et d'explorer de nouvelles formes d'expérience digitale. Mais plus les capacités technologiques se développent, c'est ce qu'on a dit, plus les enjeux de confiance deviennent stratégiques. Parce que entre publicité, influence, avatar, contenu synthétique, hyper-personnalisation, les frontières deviennent parfois floues. Donc, on espère que la réglementation IA sera quand même quelque chose efficace
notamment pour faire face aux plus gros enjeux. Et tu l'as très bien dit, Frédéric, ce qu'il faut pour les marques, c'est continuer à générer de la confiance. Et donc, être éthique, être transparent au maximum dans la mesure du possible, ça passe aussi par là. Voilà. Donc, la réglementation ne doit pas seulement être vue aussi comme un problème à contourner, mais quelque chose qui permet progressivement de poser un cadre de confiance et finalement, pour nous, l'Europe, de nous offrir un avantage compétitif. Donc, je passe rapidement à la partie qui intéresse tout le monde, les stratégies possibles. Donc, pour terminer sur la partie marque, influenceur et créateur, comme ça on aura fini sur cette partie-là, il y a 3 stratégies anti-deepfake que je recommande et qui sont un petit peu l'issue des travaux de recherche que j'avais fait avant AI-ONUS, mais notamment sur comment lutter contre les scams et les fraudes sur le segment des célébrités. Justement, je pense que le premier point qui est très très important, hein, c'est de comprendre que le futur du marketing, comme on l'a dit, ne dépendra pas uniquement de la créativité, mais aussi de la crédibilité. Donc, c'est pour ça que le premier point qui reste essentiel, c'est de prévenir, la prévention. Donc, les marques, les influenceurs, les créateurs doivent désormais sensibiliser leur audience à l'existence des deepfakes. Si en tant que marque, vous identifiez un deepfake à votre rencontre, surtout communiquez dessus. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut être trompé et la pédagogie devient donc une nouvelle responsabilité marketing. Le deuxième point, c'est de cultiver au maximum la proximité et l'authenticité. J'imagine que dans l'audience, il y a certainement aussi pas mal de personnes qui sont des monostructures, qui travaillent, qui produisent, fournissent des services aux autres personnes, peut-être qui ont une stratégie LinkedIn B2B. Donc voilà, assurez-vous de connaître votre communauté, de vous rapprocher d'elle, de travailler les codes, la voix, la manière de communiquer. Pour justement aider votre communauté à identifier lorsqu'un contenu pourrait être faux et ne vous ressemblerait pas. Donc, ça veut dire développer une communication plus transparente, plus humaine et plus directe avec votre audience. Donc, dans certains cas, continuer à privilégier des moments de partage en live qui, du coup, de manière sous-jacente, signifie qu'il n'y a pas d'IA générative. Ça peut être une bonne stratégie aussi. Enfin, voilà. Et le troisième point, c'est la clarté des canaux et des produits. Tout ce qui se passe finalement et tout ce qu'on voit nous mène à se questionner sur la façon dont on communique sur nos produits. Donc, il faut vraiment que vous soyez explicite sur les plateformes officielles sur lesquelles vous commercialisez vos services. Si vous n'avez qu'un seul site web qui regroupe l'ensemble de la commercialisation de vos services, il faut continuer à le dire et à communiquer dessus et justement éviter que d'autres personnes puissent acheter vos services via une plateforme qui ne soit pas réelle. Voilà, donc pareil pour vos partenariats validés, pareil pour vos espaces de communication. Parce que, comme on le disait, à l'ère des contenus synthétiques, la confusion devient vraiment un risque business. Voilà. Et enfin, pour la partie marketing d'influence, il existe des plateformes qui sont spécialisées là-dedans et qui sont capables d'analyser certains contenus et de vérifier notamment des anomalies ou des doutes quant à l'authenticité et la véracité du contenu. Donc, c'est pareil, si vous avez des besoins d'influenceurs marketing, ce qui est une très bonne stratégie. Et d'ailleurs, je ne recommande pas d'aller vers des célébrités pour des petites marques. Vous pouvez avoir des tout petits influenceurs qui sont vraiment très accessibles en termes de tarifs, qui sont très bons parce qu'ils ont un bon pouvoir de prescription. Rapprochez-vous de plateformes qui sont capables de vous accompagner sur ces points-là. Et ensuite, donc là, on va continuer plutôt sur la partie vidéo, stratégie branding. Donc là, je voulais vous montrer le cas de McDonald's aux Pays-Bas, qui a lancé en 2025 une campagne publicitaire entièrement générée par IA pour les fêtes de fin d'année, en partenariat avec l'agence TBWA. Et ça a été un vrai backlash, c'est-à-dire que la publicité a été rejetée par la communauté entière. Pourquoi ? Parce que selon la communauté et les spectateurs de manière générale, ils ont trouvé que les personnages étaient étranges, artificiels, que c'était vide émotionnellement, qu'il n'y avait pas de narrative, que les scènes étaient parfois dérangeantes. Et donc, ça a réactivé plusieurs inquiétudes déjà présentes autour de l'IA générative quant à la peur de voir les créatifs remplacés, la perte d'authenticité, la standardisation des contenus et la difficulté croissante à distinguer création humaine et création synthétique. Donc, je vous passe la publicité sans plus attendre. It's the most terrible time of the year. All the shops turn to mayhem, even Santa knows space, and the tree redecorated your place. It's the most terrible time of the year.
The roast turns to charcoal and the cookies burn too. Freaking chaos, it feels like a zoo. It's the most terrible time of the year. So you flee from the madness, the lights and the cheer, and hide out in McDonald's till January's here. Donc, dans cette publicité, vous voyez qu'au lieu de présenter la plus merveilleuse période de l'année, la narrative qu'ils ont choisie ici, c'était justement de le prendre à la contre-pied et de dire que c'est le moment le plus terrible de l'année, Noël. Donc, la campagne mettait en scène le stress réel du mois de décembre, donc la fatigue, la pression sociale, l'organisation familiale, la surcharge mentale, etc. Donc, en gros, là, ce qu'on voit avec cette campagne, c'est pas vraiment le fait qu'elle ait échoué techniquement, c'est plutôt que ça révèle une tension culturelle. Jusqu'où les audiences sont-elles prêtes à accepter des contenus entièrement générés par IA dans les espaces et dans des espaces émotionnels comme la publicité? Oui. Est-ce que c'est la génération IA? Moi, je la trouve spécialement nulle, cette pub. Enfin, il n'y a pas de... Je sais pas, je la trouve nulle. Et elle aurait été faite par un humain, je la trouvais franchement aussi nulle, quoi. Je sais pas. C'est, faut peut-être pas attribuer la nullité à l'IA. Enfin, je veux dire, les gens qui ont piloté ça, le message est nul, quoi. Non? Voilà. Et ben du coup, en réponse à ça, il y a justement Burger King qui a fait une super publicité full IA. Donc, je vous la mets. Elle a réussi finalement à prendre le contre-pied du backlash, à le transformer en opportunité créative et à utiliser l'humour et l'autodérision pour reprendre le contrôle du récit. Hi, I'm one of the AI actors from the McDonald's Christmas commercial. You know, commercials used to use real actors, and those real actors used to be under contract buyouts. That meant they couldn't turn around and support a competitor. But with AI actors, it's different. I don't really exist, so I could be programmed to say anything. I could say, the McDonald's commercial I was in was an overstimulating mess, filled with unsettling character designs, poor visual treatments, and AI effects that bungle basic physical realism. I could say, all the McDonald's burgers in the Netherlands are made from rats. Or TBWA Naboko is a bunch of weenies who wouldn't know creativity if it were handed to them in a Happy Meal. Of course, with human actors, you'd have to pay them to do something like that. It almost seems like we should value human labor, craft, and creativity. But what do I know? I'm just AI. I'll say and do anything. Bon, voilà. Donc là, on a vraiment le contre-pied d'une stratégie full IA qui peut fonctionner très, très bien, mais rarement, par contre, il n'y a pas de direction créative humaine derrière. Et justement, là, ils ont vraiment capitalisé sur toutes les problématiques auxquelles McDonald's ont fait face. Comme je disais tout à l'heure, le fait que la publicité précédente réveille notamment la peur de voir le travail des créatifs remplacés. Enfin bon, voilà. Notamment les obligations commerciales peu encadrées sur l'utilisation des acteurs générés par IA. Et donc, comme elle le dit dans la publicité, moi, comme je suis une IA générative, je peux faire de la publicité diffamatoire justement au service de mon concurrent. Donc ça, c'est un très bel exemple. Ensuite, après, pour passer rapidement, donc j'ai pas trouvé d'exemple officiel qui se prône être généré par l'IA. Mais en tout cas, l'IA générative peut être très, très bien utilisée aussi pour des packshots produits. Parce qu'on a moins besoin du caractère humain. Donc là, c'est vraiment du full IA. Donc là, c'est un exercice qui a été fait sur un parfum fake. Donc, c'est vraiment hyper bien implémenté. Vous voyez donc le prompt à gauche qui a été rentré et l'output qu'il en ressort. Je sais que vous avez déjà eu tous plein de sessions avec Augustin et que vous avez certainement eu l'occasion de tester plusieurs outils.
Et moi, du coup, j'ai passé la même photo dans ChatGPT, juste avant notre petit webinar. Et je lui ai dit, ChatGPT, voilà mon packshot. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux me le recadrer, me le redimensionner pour plusieurs campagnes créatives? Donc, j'en aurais besoin d'un format paysage pour mon site web, un format, mettons, portrait pour TikTok, etc. Donc, l'IA générative le fait très bien. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que elle peut être un très bon support sur beaucoup de tâches opérationnelles, exécutives, qui nécessitent peu de direction créative humaine. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à l'utiliser pour pouvoir de manière intelligente augmenter le volume de vos campagnes. Parce que je le rappelle, l'idée c'est quoi? C'est de continuer à pouvoir tester le plus possible des routes créatives différentes et de pouvoir du coup le plus tôt possible, on va dire, éliminer les routes créatives qui ne performent pas et se concentrer sur celles qui peuvent potentiellement performer. Ensuite, il y a cet exemple de Microsoft que je vous avais montré. Donc là, on part un petit peu du full IA pour entrer dans l'hybride que je vous avais montré en octobre 2025. Je vous passe la publicité très rapidement. Je vais pas la laisser en entier parce que je sais que l'heure tourne. Bon, ça, c'est une publicité qui a très bien performé. Et ce qu'a fait en fait Microsoft pour tester un petit peu son audience sur le marché américain, ils ont lancé la publicité sans annoncer qu'ils avaient utilisé l'implémentation d'éléments créatifs générés par IA. Néanmoins, les éléments créatifs générés par IA ne sont pas les humains et ne correspondent pas aux éléments principaux de la publicité. Donc, ça a été plutôt utilisé pour des éléments de second plan, c'est-à-dire à savoir, par exemple, les fonds d'écran, voilà, mais toutes les parties lifestyle humaines restent authentiques. Puis, quelques mois plus tard, ils ont donc dit, voilà, en fait, dans cette publicité-là, il y avait des éléments d'intelligence artificielle générative. Donc, ça aussi, avoir de l'hybride, ça peut être une très, très bonne stratégie. Le cas de L'Oréal, eux, sont plutôt partis sur un autre parti pris. Donc, ils refusent, ils ont passé un communiqué pour expliquer qu'ils refusaient d'utiliser l'intelligence artificielle générative sur tout ce qui va être texture de cheveux, de peau, etc., pour justement conserver l'aspect authentique de leur publicité. Ce qu'ils font aujourd'hui, en revanche, c'est qu'ils utilisent Crea AI Tech. Et d'ailleurs, pour les fans de Qui veut être mon associé, il me semble que l'outil avait été présenté à Qui veut être mon associé. Cet outil-là permet en fait d'accélérer les phases de prototyping. Quand on travaille dans la cosmétique ou dans les parfums, avant de pouvoir produire le parfum en réel, on a souvent besoin de passer par des étapes intermédiaires, notamment de 3D. Le 3D, ça coûte cher, c'est difficile à implémenter, en tout cas à l'époque. Et c'est vrai qu'avec les outils de prototyping, en intégrant l'intelligence artificielle générative à ces étapes-là, on peut déjà prototyper beaucoup plus vite un concept assez aspirationnel pour pouvoir le travailler et parfois même le confronter au marché de manière assez tôt. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un exemple qui peut être parlant et qui peut s'appliquer à n'importe quel type d'industrie. Si demain, vous produisez des voitures, si vous produisez, je ne sais pas, n'importe quel type de produit, en fait, on peut utiliser des outils comme Crea AI Tech pour pouvoir vraiment accélérer la phase de prototypage. Et encore une fois, qu'on a identifié un produit final qui est performant, là, on peut du coup passer plus de temps à venir enrichir l'aspect qualitatif de la créa. Ensuite, on a le cas aussi de Mango qui est assez intéressant. En 2024, Mango annonçait donc du coup utiliser l'intelligence artificielle générative, non pas pour remplacer la créativité humaine, mais plutôt comme un copilote créatif. Donc en 2024, Mango, c'est quand même l'une des premières marques de mode européenne à lancer une campagne générée par intelligence artificielle pour sa collection Sunset Dream de Mango Teen. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le processus n'était pas simplement un prompt et une image générée. En fait, il y a énormément d'étapes qui nécessitent la supervision humaine. Et je voulais vous prendre ce cas pour vous décortiquer un petit peu comment une vraie production hybride qui va à la fois avoir nécessité d'une supervision humaine et d'une intelligence artificielle générative peut finalement s'exprimer. La campagne, en fait, reposait sur un workflow très structuré. Les équipes ont d'abord réalisé de vrais shootings des vêtements, puis entraîner des modèles d'IA à partir de ces images réelles afin de générer des visuels éditoriaux cohérents avec l'univers de marque. Ensuite, les équipes artistiques, le studio photo, les stylistes et les créatifs ont sélectionné, retouché et finalisé les images. Autrement dit, l'IA n'a pas supprimé la direction artistique, elle a augmenté les capacités créatives et accéléré certaines phases de production.
Et je pense que c'est probablement l'un des exemples les plus crédibles d'aujourd'hui de l'usage de l'IA dans le lifestyle, une approche souvent hybride où la technologie sert la créativité humaine au lieu de la remplacer complètement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Mango travaille déjà depuis plusieurs années avec l'IA sur différents sujets, notamment sur la personnalisation, le pricing, la recommandation de produits, l'inspiration design, l'architecture, le merchandising, comme d'ailleurs beaucoup d'autres marques le font. Voilà. Mais donc, les marques les plus avancées n'utilisent pas l'IA pour remplacer la créativité. C'est vraiment le point crucial, en tout cas, de ce webinaire. Elles l'utilisent pour étendre leurs capacités créatives. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que fait aujourd'hui également H&M et Mango, qui ont lancé des plateformes digital first, justement, voilà, pour pouvoir améliorer, comme je disais, la personnalisation, le pricing, etc. Donc voilà, donc pour conclure, parce qu'on s'approche de la conclusion, je pense qu'il est intéressant de regarder ce qui se prépare aussi pour le retail, le luxe. Je sais que ça ne va pas forcément s'appliquer de manière telle quelle pour les petites entreprises, mais je trouve que c'est toujours intéressant de regarder ce que font les plus gros pour s'inspirer de leurs pratiques et comprendre qu'est-ce que nous, on peut ensuite implémenter à notre niveau. Mais pendant longtemps, le performance marketing consistait principalement à optimiser des campagnes, acheter du média, améliorer le ciblage et augmenter les conversions. Mais avec l'IA, on voit apparaître une transformation, on va dire, beaucoup plus profonde. Plusieurs analystes du secteur du luxe et des marques plus avancées ne voient plus l'IA uniquement comme un outil de productivité, mais elles l'utilisent surtout pour transformer la relation client elle-même. Et la première grande tendance, c'est l'hyper-personnalisation. Donc, vous avez tous accès à des outils d'IA générative. Un seul visuel que vous allez peut-être publier sur votre LinkedIn, si vous parlez à une cible spécifique, n'hésitez pas à en faire des itérations, à notamment varier la personne qui va être mise en scène dans l'image, le background, etc., en fonction notamment de votre cible finale. Voilà. Et avant, seuls les clients VIP bénéficient finalement d'une expérience ultra personnalisée. On voit qu'aujourd'hui, cette approche-là peut commencer à être démocratisée. Donc voilà, et parce que finalement, certaines marques comme LVMH utilisent déjà des systèmes capables d'analyser les goûts, les comportements, les valeurs et les préférences. Voilà. La deuxième tendance, c'est la fusion du physique et du digital. Voilà, donc le retail devient de plus en plus omnicanal et immersif. Les expériences, elles commencent sur TikTok, Instagram ou via des assistants IA, puis elles continuent en boutique ou dans des showrooms virtuels. Vous avez aussi, vous, en tant que petite marque, l'opportunité de manière assez simple d'utiliser TikTok et le feature shop. Et la troisième tendance, c'est la transparence. D'ailleurs, c'est un point que je n'ai pas précisé ici, mais ce qui fonctionne super bien en ce moment sur des réseaux comme TikTok, ce n'est pas le shooting en lui-même, mais c'est, on va dire, comment on appelle ça, ce qui s'est passé pendant le shooting, quoi, la manière dont ça a été shooté, les techniques qui ont été utilisées, etc. Donc voilà, donc ça peut être aussi quelque chose qu'on pouvait mentionner ici, mais c'est aussi l'apparition des digital passports en Europe, où les marques devront être capables de raconter l'histoire complète d'un produit, les origines, la matière, la production, la traçabilité, l'authenticité. Donc on voit vraiment qu'encore cet aspect transparence, il revient assez fortement. Voilà, et voilà. Et donc, et enfin, le re-commerce et l'authentification augmentée par IA, notamment, ça s'applique au marché de seconde main. Demain, l'IA va nous aider justement à pouvoir authentifier les produits, détecter les anomalies. Donc voilà. Et puis, pour terminer sur le petit mot de la fin de Gonzague de Piré, qui est Chief Omnichannel et Data Officer chez LVMH, il nous dit donc à une conférence du NRF en 2026 que finalement, ce que l'on veut développer avec la technologie, c'est quelque chose qui nous serve partout, mais qui soit visible nulle part. Complètement. Donc, on en revient à ce que tu disais, Frédéric. C'est-à-dire voilà, que si je suis une petite entreprise du Pays Basque, dans l'agroalimentaire et qui développe toute une stratégie à base de recettes de cuisine. Utiliser ChatGPT pour m'aider à trouver des recettes sympas, mais garder ma fibre, garder mes goûts, que ChatGPT me fasse gagner du temps, mais que je conserve mon ADN, que ce soit toujours une recette très fidèle à l'ADN de mon entreprise. C'est ça qu'on doit faire. On ne doit pas se faire remplacer par l'IA, mais l'IA doit nous faire gagner du temps. Et toutes les petites boîtes qui sont là, elles sont là pour ça. C'est gagner du temps avec l'IA, mais on ne veut pas perdre notre ADN. Donc, une des clés, c'est arriver, et les IA commencent à être plutôt pas mal là-dessus,
à bien conserver votre ADN quand vous utilisez de l'IA, qu'elle vous fasse gagner du temps, qu'elle vous aide à avoir des idées, mais c'est tout le temps vous qui parlez, quoi. Donc, je rejoins complètement cette phrase, complètement. Ben, tu as totalement raison et vraiment, encore une fois, il faut que l'IA soit utilisée pour aider les designers à explorer plus rapidement les idées. On n'est pas en train de parler de remplacer les designers. On a très bien vu le cas de McDo où on a en fait une publicité générée par IA qui est complètement décousue. Il n'y a pas de lien entre les scènes narratives, c'est mal exécuté. Ben voilà, finalement, ça ne performe pas. Donc, la direction créative, elle est nécessaire et elle ne peut être bien implémentée que par des personnes qui sont du métier, qui sont donc des fonctions créatives. Voilà, elle doit être utilisée pour vraiment améliorer la personnalisation. Il y a des types de contenus sur lesquels elle va être plus facilement applicable que d'autres. Donc voilà. Mais ça, c'est clair, comme tu l'as dit, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de stratégie universelle. Et ça va vraiment dépendre de l'organisation, de l'univers de marque, de la maturité des équipes, de l'audience à laquelle on s'adresse, du contexte culturel et des plateformes sur lesquelles on communique. Donc effectivement, dans certains cas, le full IA, ça peut fonctionner. Mais dans d'autres, ça peut créer du rejet, de la confusion ou une perte de confiance. Donc, l'enjeu n'est pas simplement d'utiliser l'IA parce qu'elle existe, l'IA générative. Hein. L'enjeu est de comprendre pourquoi on l'utilise, où elle apporte réellement de la valeur et surtout, auxquels risques on choisit de s'exposer. Donc, encore une fois, je vous conseille de faire cet effort, de mapper les risques auxquels mon organisation peut s'exposer quand j'implémente tel ou tel outil d'IA générative sur tel ou tel type de contenu marketing. Et ensuite, sur la base de ça, pouvoir définir des axes d'utilisation qui vous paraissent safe, de toujours avoir cette approche bénéfice versus risque. Voilà. Yes. Merci beaucoup, Marianne. On va prendre des questions. Alors, j'ai demandé dans le chat là s'il y avait des questions. Allez-y, c'est le moment. On se donne encore 5 minutes, parce qu'on a une fois de plus pas mal dérapé. Je suis désolée. Je me fais tirer l'oreille à chaque fois. Hein. À chaque fois, je me fais tirer l'oreille. Bon, elles ne sont pas trop décollées. Elles sont pas trop décollées, tes oreilles. Merci. J'ai l'oreille solide. Bon, des questions, messieurs, dames. Des questions. Il n'y a pas de questions, je ne crois pas. Ouais, non, mais par pitié, ne venez pas voir les créatifs avec des choses que vous avez créées sur ChatGPT en disant c'est ça que je veux. Mais non, c'est pas ça que je veux. C'est juste, ça les énerve. Et secondo, oui, et il faut surtout regarder si le temps que vous allez passer à bidouiller l'IA vaut la peine. Vaut la peine. C'est-à-dire que des fois, c'est plus rapide de le faire soi-même. Et largement. De faire soi-même versus je le fais avec de l'IA, ça dépend. C'est ça. Bah, ça dépend, ça dépasse. Hein, mais je peux t'assurer qu'il y a des gens, ils passent un temps fou à essayer de faire une landing page qu'ils pourraient faire eux-mêmes en 2 coups de pied à peau. Par contre, faire des textes, faire des photos ou très rapidement faire des vidéos, bon, ça fait gagner du temps quand même. Aux gens qui ne sont pas très bons, ça fait gagner du temps. Ce matin, moi, j'avais une bannière à faire. Je l'ai faite en 5 minutes avec JPET. Si j'avais dû la faire moi-même, j'aurais passé 1 heure au moins. Oui, mais là, on va retomber sur le truc classique. Est-ce que toutes les bannières que tu fais avec GPT se ressemblent toutes? Moi, je crois que oui. Donc, on ne se démarque pas et on n'est pas original, sauf si tu sais manipuler le prompt. Donc, en l'occurrence, je ne demande pas là d'être original. C'est surtout de respecter une charte graphique et de me faire gagner du temps. Et sur l'originalité, j'ai donné les textes, il a fait ce que je voulais, c'était vite fait. Je ne m'y connais pas en Photoshop, j'aurais pu utiliser plein d'autres outils, je ne les connais pas. Lui, il me le fait en 2 secondes. Voilà. Marianne essaye de nous placer sa sauce. Je vois une question intéressante dans le chat qui en fait ne relève pas forcément de l'IA. Il y a quelqu'un qui demande si on a le droit de modifier les photos et packshots de photos payées auprès d'un photographe. Alors, ça c'est valable pour un photographe, un filmmaker, peu importe le partenaire et le prestataire créatif avec lequel vous allez travailler. C'est important quand vous externalisez vos créatives de bien être clair sur les conditions de contrat. Donc, c'est-à-dire, par exemple, moi, dans le passé, à chaque fois que j'ai travaillé pour une marque, tout ce que l'on allait externaliser en termes de production restait la propriété de marque. De fait, on pouvait bien évidemment itérer le nombre de fois qu'on voulait sur la créativité qui nous avait été livrée, qu'il s'agisse d'une photo, d'une vidéo, etc. Donc, alors ça ne marche pas pour les textes, Marianne. Quelqu'un qui te produit un texte original, tu as pas le droit d'itérer sur le texte. Ok. Très bien, merci de le préciser. Mais en tout cas, pour une photo ou une vidéo, voilà, ça va vraiment dépendre de l'accord que vous avez. De la même façon, je conseille aussi de toujours demander d'avoir les fichiers éditables.
Si vous êtes dans le cas d'une composition 2D, 3D ou Ça, c'est le même minimum. d'un montage, voilà, live action. Oui, c'est minimum, mais c'est pas toujours évident, surtout si on vient pas forcément du métier. Et je sais que beaucoup de petites organisations monostructures vont devoir faire en fait beaucoup de départements à la fois en une personne. Donc voilà, vraiment toujours demander les fichiers éditables. Ça veut dire quoi? Si c'est un Photoshop, enfin si c'est une photo, d'avoir le fichier Photoshop. Si c'est, je sais pas, le montage d'une vidéo, d'avoir le fichier Premiere ou After Effects. Voilà. Alors, si c'est de l'IA, je ne sais pas ce que tu peux leur donner. L'IA n'est pas éditable en fait. Par contre, on peut peut-être demander le prompt. Voilà, d'obtenir le prompt. Alors, L'outil comme qui je a l'ai été déjà dit, utilisé. Mais tout bon. doit être tracé en fait. Hein. Quand vous faites quelque chose, tout Ouais. doit être documenté. Donc, quand vous livrez quelque chose, il faut tout documenter. On peut demander à Sandrine, qui nous a mis une remarque, pas une question, c'est une remarque. J'utilise l'IA en gardant mon ADN et les résultats sont là. Tu peux tu peux ouvrir ton micro, Sandrine, et nous en dire un petit peu plus? Alors, en fait, elle utilise Loopy alors. Sandrine, est-ce qu'elle est toujours là? Elle est peut-être partie depuis 14h47. Non, ça serait marqué en dessous si elle était partie. Sandrine, ou peut-être qu'elle n'a pas de micro, Sandrine. Bon, bref, a priori, Sandrine, en mode basque, vous devez je ne sais pas comment ouvrir mon micro. Il suffit d'appuyer dessus, ou on va peut-être l'appuyer pour elle. Tu arrives à distance? Si tu cliques sur le truc à côté, en théorie, toi, tu dois pouvoir. C'est impossible. Toi, Tout tu en dois haut pouvoir. à droite, il y a marqué microphone. Si vous cliquez dessus, ça enlèverait la petite barre comme ça. Non, mais peut-être que Frédéric l'a coupé lui-même. Non, elle a eu le même traitement que tout le monde. C'est par défaut, ils sont coupés. Et... Mais je la vois pas dans le... Non, je la vois même plus. Une autre. Elle devrait être en page 4, mais je la vois pas. Non, je la vois plus. Bon, bref. Donc, a priori, Sandrine... Attends, tes chaînes, le micro est grisé. Le micro c'est qu'il n'est pas grisé. branché, alors. Sandrine en mode basque, normalement. Mais le pire, je la vois plus dans les participants. Si tu cliques dessus, tu peux pas y aller? Sandrine. Non, on n'a pas de compte Teams, nous ne pouvons pas vérifier son identité. Non. Bon, bref. Son témoignage est bref. Mais je suppose qu'elle donne en fait toutes les données concernant son ADN à l'IA, quoi. Elle clairement. donne sa charte et tout ça. Clairement, et il le fait plutôt bien. Hein. On arrive à avoir des rendus qui sont plutôt assez fidèles à ce que vous elle redit rédiger. Oui. Peut-être bloqué avant de rentrer au webinaire. Moi, je vais devoir y aller malheureusement. Bon, mais de toute façon, c'est un peu con parce que c'est moi qui ai trop parlé, mais la journée passe et voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment encore une fois, Frédéric. C'est nous qui te remercions, Marianne. Écoute, bonne continuation d'après-midi. Attrape pas chaud. Merci à vous. Oui. Bon, et à tout le monde, on va vous faire parvenir les slides de Marianne. Yes. Restez connectés à tous nos événements. L'IA est notre sujet, c'est pas prêt de s'arrêter. Heureusement, malheureusement, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, heureusement, parce que c'est passionnant. On a plein d'événements à venir. On a un SEO Master à venir dans un mois où l'IA va être très très présente. Donc, stay tuned. On a API Masters quand? IA Masters. Et on a un SEO Master en juin et un IA Master en novembre. Ah, mais novembre, j'ai cru que c'était là bientôt. Non, on a un SEO Master où l'IA va être très présente, évidemment. Doit-on encore parler de... Tu as les dates de l'IA Master, Frédéric? Novembre. Oui, voilà, tu n'as pas défini encore. Si, c'est calé, mais... Et vous aurez trouvé de l'argent pour mettre un Wi-Fi correct? Ta gueule. Bon, 23, je vous laisse sur 23 novembre. À bientôt, Marianne. Merci à tous, en tout cas. Mais non, il n'y aura pas mieux. La CCI, elle n'a pas les moyens d'avoir des infrastructures. Ciao, Marianne. Ciao. De grande qualité. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Monsieur, dame. Bon, j'espère qu'on a partiellement répondu aux questions. Est-ce qu'il y en a d'autres, là, maintenant que Marianne est partie?
Oui, parce qu'en fait, elle nous freine avec tous ces langues de bois de French Tech, en fait. Alors que nous, on peut dire n'importe quoi. Ben, moi, je devrais pas, normalement. Je suis CCI, je devrais être très... tu m'as compris. Mais J'ai vu que Agour avait été passé dans les filets comme chouette. Pas de politique. Pas de politique. Pas de politique. Comme nous, la CCI, petite entreprise. Salut Fred. Ouais, Séverine, bien sûr, bien sûr. Et Séverine, enfin, je sais qu'on partage le même ADN de petite entreprise. C'est, on a parlé de l'IA, je vais pas revenir dessus, mais voilà, il y a les belles grandes choses européennes, et puis après, il y a le quotidien des petites entreprises hein, qui ont saisi la balle de l'IA au bon, mais qui vont peut-être pas être très politiquement corrects dans leur usage. Bref, vous m'avez compris, quoi. Bon, monsieur, dame, portez-vous bien. Je vais couper l'enregistrement. Et bah, écoutez, à bientôt. À bientôt. Augustin, merci de ta participation encore. De rien. Je coupe. Monsieur, dame. À ciao. bientôt. Portez-vous bien. Attrapez pas Et chaud. Muriel, si tu veux m'appeler, appelle-moi. Hein. C'est-à-dire, Chabil a mon numéro.